Bonjour et bienvenue à tous. La semaine dernière, nous avons vu comment les lettrés, qui deviennent de plus en plus des intellectuels modernistes de la Chine du tout début du XXe siècle, c'est-à-dire donc il y a un siècle, ont réagi à l'introduction des idées démocratiques venues d'Europe, en recherchant ce qu'ils ont appelé des antécédents ou des germes, en chinois mengya, de démocratie dans leur propre héritage. Et nous avons vu que ça a pris la forme de ce qui s'appelle en chinois Minpen Sixiang, c'est-à-dire donc la pensée du peuple comme fondement, ou l'idée de la primauté du peuple que ces intellectuels affectent de retrouver dans des sources canoniques anciennes, comme le livre des Odes, le Shujing, le livre des documents, le Shujing, et surtout le Mensus, le Mengzi. Alors, ce qui est intéressant, c'est que encore aujourd'hui, ce discours est remis au goût du jour et en fait fait le jeu de tous ceux qui promeuvent l'idée que la pensée chinoise a une alternative à opposer à l'universalisme des Lumières européennes et à opposer à la conception européenne de la démocratie et des droits de l'homme. C'est-à-dire que ce discours assez vindicatif et on peut dire très nationaliste s'appuie sur deux arguments, c'est-à-dire donc sur l'argument de l'altérité chinoise ou de l'exceptionnalisme chinois. Nous autres Chinois, nous ne sommes effectivement pas comme vous, les Occidentaux, puisque nous avons notre propre civilisation, notre propre culture, etc., qui ne comprend pas donc la notion de droit de l'homme. Et le deuxième argument, qui va un peu plus loin, c'est de dire, en fait, non seulement nous n'avons pas besoin de recevoir de leçons donc, sur les droits de l'homme, mais nous avons quelque chose de mieux, et que nous avons depuis la plus haute antiquité en plus. C'est-à-dire qu'en fait, la véritable démocratie, c'est nous qui l'avons inventée. Bon. Alors, si vous avez la curiosité comme moi d'aller voir donc les sites officiels disons du discours chinois actuel, vous avez par exemple ce site-là, qui est donc le chinanews.com, qui vous propose, alors c'était le 13 février 2025, donc au début de cette année, une page qui s'intitule « Au-delà de l'Occident, la philosophie chinoise et les droits de l'homme ». Alors vous vous dites, tiens, intéressant. Bon, alors la chose, c'est que vous tombez sur cette image de reconstitution très cinématographique d'un rituel confucéen indéterminé. En tout cas, vous le reconnaissez aux plumes de faisan, aux coiffes de lettrés. Et l'image suivante, c'est celle-là. Donc, c'est une sorte d'image de péplum à la chinoise. Donc des gens qui marchent d'un air très, très martial, y compris des femmes en mini-jupe, donc c'est d'époque, c'est tout à fait attesté. Et alors, au fond, vous voyez donc sur le mur le caractère zhong, qui veut dire donc loyauté. Donc ces gens qui marchent d'un pas martial, donc ce sont tous des gens qui sont des incarnations donc de la loyauté au souverain, et donc si vous retransposez dans la Chine d'aujourd'hui, c'est la loyauté donc au parti. Alors tout ça pour introduire l'interview d'un professeur d'université, donc ce professeur Yang Guorong,
qui est professeur donc de philosophie à la Huadong Shifan Daxue de Shanghai, donc ce qu'on appelle l'ECNU, ECNU, East China Normal University, en français, donc Université normale de la Chine de l'Est. Alors, ce professeur Yang Guorong, qui a commencé comme spécialiste de philosophie occidentale et chinoise, en philosophie occidentale, il est plutôt porté sur la métaphysique, mais en fait, comme beaucoup de ses pairs, PAIRS, on le voit très souvent intervenir justement dans ces médias officiels, où il très manifestement fait office de ce qu'on peut appeler un fournisseur de contenu au discours officiel de la Chine actuelle. Alors, cette interview commence par faire référence à un événement qui a eu lieu à la fin de l'année 2024, fin novembre 2024, à Changsha, donc la capitale du Hunan, à l'académie Yuelu Shuyuan, qui a organisé donc un colloque dont vous avez le titre, je ne sais pas s'il est lisible, donc le Zhonghua Dianjizhong de Renquan Li Nian, c'est-à-dire donc le concept de renquan, c'est-à-dire de droits humains, de droits de l'homme, dans les classiques chinois, dans le corpus des classiques chinois. Alors, vous voyez donc déjà dans le titre, en fait, le projet de ce colloque, c'est de montrer que déjà dans les classiques chinois les plus anciens, vous trouvez donc cette notion de droit de l'homme, mais évidemment dans sa version chinoise. Alors, c'est un colloque qui, comme son titre l'indique, est un colloque dit international, parce que, en fait, vous avez quelques intervenants étrangers, comme ce monsieur Christophe Péchou, à droite, sur la photo, dont j'avoue que j'ignorais qu'il eût des connaissances sur les classiques chinois. Bon. Alors, au milieu, vous avez l'éminent professeur Chen Lai de Pékin, qui lui aussi donc, est un grand fournisseur de contenu devant l'Éternel, qui fait très souvent ce qu'on appelle en anglais les keynote speeches, c'est-à-dire donc les discours d'ouverture dans ce genre de colloque. Chaque fois qu'il est question de montrer que donc le confucianisme chinois a tout inventé avant tout le monde, il est en première ligne. Donc là, vous avez ce colloque qui introduit donc l'interview du professeur Yang Guorong. Alors, le journaliste de ChinaNews.com pose la question suivante. Minben, la première expression que vous avez sur la diapositive, que le média choisit de traduire en français par « la pensée orientée vers le peuple », bon, alors que en fait ça veut dire tout simplement le peuple comme fondement. Donc ce Minben constitue la clé de voûte des idées politiques traditionnelles chinoises. Pourquoi est-il important de distinguer ce concept de la démocratie en chinois minzhu, donc la deuxième expression que vous avez sur la diapositive, pour mieux comprendre les droits de l'homme. Donc là, en fait, vous verrez que la discussion tourne autour justement de ces deux notions, donc Minben et Minzhu. Alors, le professeur Yang Guorong répond ceci. Souvent opposées, les notions de Minben, pensée orientée vers le peuple, et de Minzhu, de démocratie, méritent un examen plus nuancé. Si la démocratie est souvent perçue comme une forme de gouvernement moderne,
La notion de Minpen, souvent jugée démodée, et pour cause, parce qu'elle date du XIXe siècle, offre pourtant une perspective historique et culturelle très riche. La démocratie, définie en partie par la souveraineté populaire, implique théoriquement la participation de tous à la gouvernance sociale et politique. Cependant, en pratique, cette participation universelle est difficile à mettre en œuvre. Donc là, nous avons un universitaire qui s'exprime en termes extrêmement feutrés. En fait, on voit ici qu'il pense très, très clairement à la façon dont fonctionnent les démocraties occidentales, et surtout depuis l'arrivée du président Trump à la tête des États-Unis. Bon, donc il dit, comme une sorte de litote, que cette participation universelle est difficile à mettre en œuvre. La notion de Minpen, plus large et plus profonde, met l'accent sur la prise en compte effective des intérêts du peuple dans la gouvernance. Plutôt que d'opposer ces deux concepts, il serait plus pertinent de les associer pour construire une gouvernance plus juste et plus efficace. En effet, dans la culture traditionnelle chinoise, il est difficile de distinguer nettement les deux notions. Le peuple n'est pas seulement un symbole, car la clé de la gouvernance politique réside dans le respect de l'opinion publique. Bon. Bien, enfin, moi je ne fais pas de commentaires, mais enfin, disons que tout ça, nous sommes donc dans un discours tout à fait contemporain. Le penseur chinois Mencius, qui a vécu au IVe siècle, propose des idées telles que Minpen, et ensuite, il fait allusion donc à cette fameuse phrase du Mencius 7b14 qu'on a déjà mentionné à plusieurs reprises, le fameux Min Wei Gui, Sheji Cizhi, Jun Wei Qing, c'est-à-dire donc le peuple est ce qu'il y a de plus noble, ce qu'il y a de plus de valeur, les autels des esprits de la terre et du grain, donc c'est-à-dire les symboles de l'État, viennent ensuite, et le prince est ce qui est le plus léger, c'est-à-dire ce qui pèse le moins. Alors, toutes ces phrases ont déjà anticipé certains principes démocratiques. Interrogé sur la légitimité de la succession de Yao à Shun, vous vous rappelez ce que nous disions la dernière fois, un disciple de Mencius pose la question de la volonté du ciel. Et Mencius, en réponse, souligne que le mandat céleste n'est pas le seul critère de légitimité. Il affirme que l'acceptation et le soutien du peuple est tout aussi, voire plus important. Selon lui, c'est l'adhésion populaire qui confère à un souverain son autorité. Les notions de le peuple accepte et le peuple le suit, c'est-à-dire le peuple est consentant en quelque sorte, anticipent ainsi le concept de consentement des gouvernés, un principe fondamental de la démocratie. Alors là, vous commencez à voir un petit peu comment le professeur Yang Guorong, de manière très habile, glisse en fait d'une notion à l'autre, c'est-à-dire donc pour lui, consentement veut dire volonté du peuple. Bon. Quand on dit que le peuple suit, qu'il acquiesce, qu'il consent, ça ne veut pas exactement dire que c'est lui qui décide de son propre sort. Bon. Alors Mencius suggère donc qu'une forme de légitimité politique est liée à l'opinion publique et à l'approbation populaire bien avant que le terme démocratie ne soit forgé en Chine. Et il continue, donc la démocratie fait partie intégrante de la notion de Minpen. Alors là, c'est là que vous avez la bascule, c'est-à-dire donc à petits pas, donc le professeur Yang Guorong nous amène à l'idée que, en fait, Minzhu, la démocratie, ça n'est pas en fait un apport occidental,
disons, aux notions chinoises, c'est déjà en fait intégré dans la notion ancienne de Minpen. Alors, cette notion de Minpen ne réduit pas le peuple à un simple objet de la gouvernance, mais en fait un acteur central et un arbitre de la légitimité du pouvoir. Alors là, il pousse son avantage en disant que, en fait, le peuple a une agentivité et c'est même, selon lui, un sujet politique doté d'une influence considérable. Les droits de l'homme, loin d'être des abstractions théoriques, trouvent leur concrétisation dans cette dynamique d'orientation vers le peuple. Cette idée selon laquelle le peuple est le véritable détenteur du pouvoir trouve un écho profond dans la tradition politique chinoise. Alors, bon, là, j'aimerais refaire le cours de la semaine dernière au professeur Yang Guolong pour lui faire remarquer que, justement, si on remet ces phrases dans le contexte, on s'aperçoit qu'on ne peut pas dire que le peuple est le détenteur du pouvoir. Au contraire, puisque le paragraphe qui précède dit clairement que sous le ciel, dans le ciel, il ne peut y avoir qu'un seul soleil, de la même façon que dans un pays, il ne peut y avoir qu'un seul prince. Ensuite, notre professeur se doit de citer donc cette fameuse phrase qui intervient dans le Mencius, qui est une phrase du livre des documents, que vous avez sur la deuxième ligne de la diapositive, donc, c'est-à-dire le Tian Shi Zi Wo Min Shi, Tian Ting Zi Wo Min Ting, c'est-à-dire donc le ciel voit à travers les yeux du peuple et le ciel entend à travers les oreilles du peuple. Cette maxime souligne l'importance, selon le professeur Yang Guolong, accordée aux aspirations, aux opinions et aux souffrances du peuple. Mencius a formulé une vision politique particulièrement éclairante. Selon lui, la légitimité d'un souverain repose sur sa capacité à répondre aux aspirations profondes de son peuple. Et là, il fait référence donc à cette autre citation du Mencius que vous avez au livre 4 à 9 et qui fait référence à deux tyrans quintessentiels, les dénommés Jie et Zhou, qui ont mis fin respectivement donc à la dynastie Xia et Shang. Donc, alors Jie Zhou, 治世天下也，失其民也，失其民者，失其心也。Alors, ces deux tyrans, donc, la raison pour laquelle ils ont littéralement perdu le pouvoir sur tout ce qui est sous le ciel, c'est qu'ils se sont aliénés, ils ont perdu donc le peuple. Et la raison pour laquelle ils ont perdu le peuple, c'est qu'ils ont perdu littéralement son cœur, son xin, qu'on peut traduire par très librement par sa volonté, et que le professeur Yang Guolong traduit en termes très modernes par opinion publique. Bon. Le texte continue, 得天下有道，得其民，斯得天下矣. Donc, pour se gagner justement le pouvoir sur tout ce qui est sous le ciel, il y a un Tao, c'est-à-dire il y a une méthode, il y a une façon de faire. Il s'agit d'abord de se gagner le peuple et ainsi on se gagne tout ce qui est sous le ciel. De la même façon, 得其民有道，得其心，斯得民矣. Et pour se gagner le peuple, il y a une façon de faire, il faut se gagner son cœur, sa volonté, et c'est ainsi qu'on se gagne le peuple. 得其心有道，所欲与之俱之，所恶勿施而也. Donc, comment donc se gagner le cœur du peuple? C'est pas compliqué. Tout ce qu'il désire, tout ce qu'il aime, il faut lui donner en abondance, et tout ce qu'il déteste, ne pas le lui infliger. 民之归人也，
有水之就下，受之走旷野. Alors donc le peuple va vers tout ce qui est gouvernance par le ren, c'est-à-dire par l'humanité, de la même façon que l'eau coule vers le bas ou que les animaux sauvages vont vers la vie sauvage. Alors, cette dernière phrase, c'est un des arguments massus donc, utilisés par Mencius quand il s'adresse aux puissants de son époque. Alors, face justement à tous ceux qui prônent, comme les légistes, justement la sévérité de la loi pour servir d'exemple, les confucéens disent en fait ça c'est quelque chose qui ne marche pas, parce que d'une part en fait les gens ça devient leur sport national d'essayer de contourner la loi, ça on connaît bien, et d'autre part au bout d'un moment même les lois les plus dissuasives, les châtiments les plus cruels, en fait, l'effet s'use, de la même façon qu'on s'est aperçu que même la peine de mort devient de moins en moins dissuasive. Et donc l'argument massu de Mencius, c'est de conseiller donc au prince à qui il parle, c'est de dire pratiquez le jeûne, c'est-à-dire pratiquez la gouvernance par l'humanité, et vous verrez que le peuple viendra à vous naturellement, de la même façon que l'eau coule vers le bas. C'est une loi de la physique, c'est une loi naturelle, et vous verrez que ça, c'est quelque chose qui fonctionne à tous les coups. Et dans un contexte où vous avez des royaumes dits combattants qui se font une guerre permanente, comment faire justement pour s'attirer la population de manière à ce qu'elle vous serve aussi bien du point de vue économique que du point de vue militaire, c'est justement selon Mencius, de pratiquer justement cette valeur confucéenne entre mille, c'est-à-dire donc cette vertu d'humanité. Alors, le professeur Yang Guolong reprend, donc en d'autres termes, le bien-être du peuple doit être au cœur de toute politique. Cette idée de gagner le cœur du peuple ne se limite pas à une simple consultation populaire. Elle implique une compréhension profonde des besoins et des désirs de la population et la mise en œuvre de politiques qui y répondent. C'est là un principe fondamental de la démocratie. Le pouvoir politique doit être au service du peuple et sa légitimité doit être renouvelée par celui-ci. En somme, le Minpen contient des germes de la démocratie moderne et les deux concepts, Minpen et Minzhu, incarnent de manière différente l'essence des droits de l'homme. Voilà. Alors, donc, je vous ai cité in extenso cette interview parce que elle me semble tout à fait symptomatique et représentative justement du discours qui est tenu actuellement en Chine. Comme je le disais tout à l'heure, le Minzhu, c'est-à-dire la démocratie au sens occidental, ne fait pas partie de notre culture, puisque nous sommes autres, mais nous avons mieux, et depuis toujours. C'est-à-dire donc justement ce Minpen. Alors ce que le professeur Yang Guolong oublie un petit peu de rappeler, c'est que ce combiné Minpen est une invention moderne. C'est-à-dire que ce sont en fait les réformateurs de la fin de l'époque Mandchoue, de la dynastie Qing, à la fin du XIXe siècle, qui ont donc mis ensemble ces deux notions, c'est-à-dire donc le peuple comme fondement de l'ordre politique. Et ça, c'est quelque chose effectivement qui nous rappelle encore une fois que tous ceux qui se réfèrent à une soi-disant tradition, il faut toujours aller voir en quoi consiste cette tradition, et on s'aperçoit très régulièrement que c'est toujours une tradition récente.
Voilà. Vous avez des traditionalistes de tout poil, hein, qui se réclament d'une tradition quelconque, et vous allez voir de plus près de quoi il s'agit. Et en fait, la tradition en question date au mieux du XIXe siècle. Hein, donc c'est toujours quelque chose d'assez récent. Alors, un petit peu en contrepoint, mais pas tout à fait, par rapport à ce point de vue, je voulais vous parler de celui de cet autre universitaire, hein, beaucoup plus jeune, qui s'appelle Viren Murthy. Comme son nom l'indique, c'est quelqu'un qui a des origines indiennes, mais qui a fait sa carrière donc, essentiellement au Canada et aux États-Unis. Hein. Aux dernières nouvelles, il était donc professeur à l'université du Wisconsin à Madison, aux États-Unis. Alors, ce professeur Viren Murthy, j'ai eu l'occasion de l'inviter pour une conférence au Collège de France il y a à peu près une dizaine d'années. Ici, vous le voyez à côté donc de l'annonce d'une conférence qu'il a faite sur le panasianisme et l'héritage de la révolution chinoise. C'est quelqu'un qui s'est beaucoup intéressé à la période républicaine et à la période révolutionnaire, étant lui-même en fait un marxiste, mais pas marxiste-léniniste au sens chinois du terme, mais on pourrait dire un néo-marxiste. Alors donc c'est important de noter disons cette perspective parce que ça vous fait comprendre un petit peu d'où vient donc le titre de cet article qu'il a publié dans la revue Asian Philosophy, donc le philosophie asiatique, article qui s'intitule The Democratic Potential of Confucian Minpen Thought, c'est-à-dire donc le potentiel démocratique de la pensée Minpen confucéenne. Alors, dans cet article, il commence par dire ceci, je le cite, récemment, alors c'est un article qui date de l'an 2000, donc nous sommes autour justement de du tournant du XXe au XXIe siècle. Récemment, de nombreuses discussions ont porté sur la mesure dans laquelle la philosophie confucéenne est compatible avec le concept de démocratie. Les néolibéraux contemporains soutiennent que le confucianisme et les valeurs traditionnelles chinoises étouffent la liberté de l'individu et sont par conséquent totalement incompatibles avec la démocratie. À l'inverse, les défenseurs du confucianisme affirment que Confucius anticipe une forme de démocratie radicale ou communautarienne supérieure à son équivalent libéral. Dans cet article, je défends, c'est Viren Murthy qui parle, je défends une position médiane entre ces deux extrêmes, en distinguant les aspects du confucianisme susceptibles de favoriser la démocratie de ceux qui pourraient lui faire obstacle. Il continue, le terme chinois pour démocratie, donc vous savez déjà, minzhu, est une combinaison de deux caractères, min qui signifie le peuple et zhu qui signifie donc le maître ou le souverain. Bien qu'il s'agisse d'un terme moderne, un mot apparenté, à savoir minpen, qu'il traduit lui comme le peuple comme fondement, existe au moins depuis la dynastie Han. Cette idée a été promulguée par Confucius, développée et affinée par Mencius et exprimée de la manière la plus systématique par Jia Yi, dont vous avez le nom sur la diapositive, qui a vécu entre environ l'an 200 et 168 avant l'ère chrétienne. Donc qui a vécu sous la première partie de la dynastie Han. Alors, Viren Murthy continue, les discussions contemporaines sur la démocratie confucéenne mentionnent rarement Jia Yi, bien qu'il soit très probablement le premier à avoir utilisé le terme minpen.
Alors, soit dit entre parenthèses, j'ai mis en bas de la diapositive un autre article qui est dû à une collègue italienne qui s'appelle Elisa Sabattini et qui, elle, en fait, remet en cause justement le recours à Jiayi comme justement antécédent de cette idée du peuple comme fondement. Elle a écrit cet article en 2012 dans la revue Extrême-Orient, Extrême-Occident, un article en anglais qui s'intitule People as Root, Minpen, Rhetoric in the New Writings by Jiayi, c'est-à-dire donc le peuple comme racine, c'est comme ça qu'elle comprend l'expression Minpen, la rhétorique dans les nouveaux écrits de Jiayi. Et dans cet article, donc, elle conteste absolument ce recours que fait Viren-Murti justement à Jiayi pour dire que c'est un antécédent de l'idée moderne de Minpen. Bon. Alors, Viren-Murti continue dans ces termes. Contrairement aux néolibéraux qui affirment que l'entrée de la Chine dans la modernité exige un rejet total de la philosophie confucéenne, je soutiens qu'un accent mis sur la pensée Minpen est pertinent pour le débat contemporain sur la démocratie confucéenne, car il met en lumière la dimension matérielle de la politique, souvent négligée. Une discussion du Minpen permet également d'éclaircir le rôle ambivalent du peuple Min dans la philosophie politique confucéenne classique. Le principe fondamental de la pensée Minpen implique que les dirigeants, les fonctionnaires et le gouvernement en général doivent garantir les moyens de subsistance des masses. Là, vous reconnaissez le vocabulaire marxiste. Le bien-être matériel constitue une condition préalable essentielle à la démocratie, souvent négligée dans les débats contemporains sur le gouvernement chinois, lesquels se concentrent généralement sur les droits négatifs ou sur l'État autoritaire. Toutefois, en même temps, la pensée Minpen présente le peuple comme passif et incapable de se gouverner lui-même au sens moderne du terme. Ainsi, comme nous le verrons, pour les premiers confucéens, gouverner pour le peuple excluait le gouvernement par le peuple. Donc là, vous voyez comment Viren-Murti, d'une certaine façon, converge avec Yang Guorong sur la question justement de cette condition préalable à la démocratie, c'est-à-dire donc veiller au bien-être du peuple, est-ce qu'il est suffisamment à manger, bon. Et en quoi, en fait, il diverge ensuite avec Yang Guorong en disant, contrairement à Yang Guorong, que le peuple est tout à fait passif dans cette idée du Minpen, et que gouverner pour le peuple ne veut pas dire gouverner par le peuple. Alors, vous reconnaissez là donc un point de vue critique qui est émis à partir de ce point de vue, comme je l'ai dit, néo-marxiste, qui s'attache donc à dissocier démocratie et capitalisme. Donc, Viren-Murti est on pourrait dire, un anticapitaliste et un anti-néolibéral, et c'est ça qui motive donc son article. C'est là qu'il se range avec justement les marxistes chinois en disant que quand même ce qui est préalable à toute démocratie, c'est que le peuple ait au moins suffisamment à manger. Bon, effectivement, là ils ont un point effectivement important, mais d'un autre côté, il ne faut pas confondre Minpen et Minzhu, parce que Minpen c'est le gouvernement pour le peuple, alors que Minzhu c'est le gouvernement par le peuple. Bien. Alors tout ça, évidemment, est à replacer dans le contexte des années 2000. Vous vous rappelez, la Chine est en train justement de sortir résolument de l'époque maoïste. Avec l'ère Deng Xiaoping qui a mené donc justement la Chine sur la route justement du capitalisme.
et qui commence à s'associer au fameux débat sur les valeurs asiatiques. Ça nous ramène 25 ans en arrière, dans les années, au tournant des années 2000. Vous aviez tout ce débat qui concernait en particulier justement ces enclaves qui se proclamaient confucéennes ou asiatiques, mues par des valeurs asiatiques, et anti-occidentales, comme Singapour par exemple, ou comme certains pays d'Asie du Sud-Est, qui justement rejetaient l'individualisme occidental et se réclamaient donc de ces fameuses valeurs asiatiques qui seraient basées sur l'ordre, le sens de la hiérarchie, l'harmonie sociale, la stabilité sociale, le sens de la famille, le sens du travail, de l'économie, etc., etc. Bon. Et en face, vous aviez donc des intellectuels occidentaux et chinois, donc Viren-Murty appelle néolibéraux, qui cherchaient à réfuter ou même à reformuler donc cette proposition. Donc ici, nous voyons quelqu'un qui essaye justement de remettre en perspective justement ces deux perspectives en disant c'est pas forcément totalement incompatible. Mais en fin de compte, donc Viren-Murty est très clair sur le fait que dans le Minpen, le peuple n'est pas sujet du pouvoir, donc il n'a aucune agentivité. Disons que c'est une illustration de la gouvernance confucéenne par le jeune, c'est-à-dire donc justement attirer la population avec une gouvernance humaine, mais qui est plutôt de type paternaliste. Alors, maintenant, il nous faut revenir un instant sur donc ce grand texte que nous lisions la dernière fois, à savoir le début de la grande étude du Daxue, qui forme initialement donc un chapitre du traité des rites, et auquel nous avons consacré dans le cadre de cette chaire donc un colloque suivi d'un ouvrage collectif que vous avez ici à l'image et qui s'intitule Lecture et usage de la grande étude, paru donc aux éditions du Collège de France, qui s'attache justement en fait aux diverses interprétations auquel a donné lieu ce grand texte, alors non seulement en Chine, mais aussi dans ce que Léon van der Merch a pu appeler le monde sinisé, c'est-à-dire en Corée, au Japon et au Vietnam. Alors, vous vous rappelez donc ce texte qui commence par cette grande phrase, « Da xue zhi dao, zai ming ming de, zai qin min, zai zhi yu zhi shan », c'est-à-dire donc que la voie de la grande étude réside dans le fait de rendre encore plus lumineuse la vertu brillante, réside aussi dans le fait de qinmin, c'est-à-dire d'être proche ou de se rapprocher du peuple, et réside aussi dans le fait de ne s'arrêter que dans le bien suprême. Alors, vous voyez donc sur le texte que je projette à l'écran, donc le mot qin, qui veut dire donc être littéralement parent, être de la même famille que le peuple, est suivi entre parenthèses d'un autre mot qui est graphiquement très proche, qui est le mot xin, qui veut dire nouveau. Alors, c'est en fait, je vais vous parler de mes ancêtres. Ce sont en fait mes ancêtres qui sont à l'origine de ce changement de mot. Alors mes ancêtres, comme moi,
s'appelait Cheng. Il s'agit de Cheng Hao et Cheng Yi, donc, dont vous avez les dates à l'image. Donc Cheng Hao, le frère aîné, 1032-1085, le frère cadet, qui le suit de près, donc 1033-1107. Donc ce sont des lettrés éminemment confucéens qui ont vécu donc au XIe siècle, donc au début de la dynastie des Song. Comme ils en fait ont beaucoup écrit ensemble, à tel point que c'est souvent difficile de distinguer qui a écrit quoi, pour simplifier, on les a appelés les Cheng, c'est-à-dire les deux Cheng, ou comme on dit en anglais, les Cheng Brothers. On dirait un groupe de rock, mais en fait, c'était pas du tout des gens très très rock'n'roll, au contraire, très très sérieux. Et ce sont eux qui ont été la source d'inspiration majeure du dénommé Zhu Xi, que vous avez en 4e position sur la diapositive, qui a vécu, lui, entre 1130 et 1200, donc un siècle plus tard, et qui, lui, a vécu donc sous la dynastie des Song du Sud, la deuxième partie de la dynastie, et qui est, alors c'est toujours en fait un paradoxe, qu'on doit chaque fois présenter de nouveau Zhu Xi, parce que quand on parle de la culture chinoise ici, même en France, qui est censé être un pays très sinophile, en général, ça ne va jamais au-delà de Confucius, peut-être un peu au-delà de Laozi, Zhuangzi, mais pas plus. Alors, Zhu Xi, c'est qui? Alors, Zhu Xi, c'est... pour vous donner une idée, c'est l'équivalent de pas moins que Thomas d'Aquin. C'est vraiment, disons, celui qui a fait la somme, on pourrait dire, de ce qu'on a appelé le confucianisme du renouveau des Song, justement, et dont vous avez une traduction récente qui vient de sortir dans cette collection bleue qui me tient tellement à cœur, des budets chinois aux belles lettres. Vous avez ici la traduction par notre collègue Roger Darobert, qui est lui, alors lui c'est pas un marxiste, c'est un juchiste. Il ne jure que par Zhu Xi. Il boit, mange, dort avec Zhu Xi. Enfin, c'est voilà. Et donc, il s'est attaqué aux commentaires par section et phrase, ce qu'on appelle en chinois zhangju, non pas du Da Xue, mais du Zhongyong, qui est un autre grand texte, qui lui aussi est à l'origine un chapitre du traité des rites. Alors, mes ancêtres, donc les frères Cheng, alors vous allez me dire, mais au fond, en fait, qu'est-ce que j'ai comme preuve que ce sont mes ancêtres? Ben, j'en ai pas tellement en réalité. J'ai souvent interrogé mon père, qui a de vagues souvenirs que en Chine, avant d'être chassé par l'invasion japonaise, donc notre famille avait un portail qui se référait justement aux frères Cheng, mais toute notre généalogie familiale a disparu avec la guerre. Et donc là, ça va être très difficile pour moi de prouver donc que ce sont mes ancêtres, mais j'aime l'imaginer. Et j'aime le raconter quand je voyage en Corée, parce que alors tout de suite, ça m'ouvre toutes les portes. Bon, donc, trêve de plaisanterie. Alors, donc, ce que dit mon ancêtre, que vous avez ici, alors vous avez une espèce de trombinoscope ici, dans l'ordre, donc Cheng Hao, Cheng Yi et Zhu Xi sur la droite. Naturellement, ce sont des portraits totalement imaginaires, là aussi, mais j'aime aussi m'imaginer mes ancêtres comme des messieurs barbus. Voilà. Alors, ce que disent mes ancêtres,
sur justement le début de cette grande étude. Ça figure justement dans ce commentaire par section et phrase, le Zhangju de Zhu Xi sur le Daxue, sur la grande étude, dont la préface date de 1189. Donc nous sommes à la fin du XIIe siècle. Et Zhu Xi dit ceci, il cite Zi Cheng Zi Yue. Alors Zi Cheng Zi, on ne sait pas s'il faut l'entendre au singulier ou au pluriel, c'est maître Cheng ou mes maîtres Cheng, les deux. Alors, vous avez ici en fait un Zi qui est placé avant et après le nom, et qui indique justement une très grande marque de respect, puisque en fait Zhu Xi considérait mes ancêtres présumés comme justement ses maîtres. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Daxue, Kong Shi zhe yi shu, Chu xue ru de zhe men ye. Donc, ils ont dit, donc la grande étude, c'est un livre qu'a laissé en héritage Kong Shi, c'est-à-dire Confucius, sieur Kong, et c'est la porte d'entrée pour tous ceux qui commencent dans l'étude et entrent dans la voie de la vertu. C'est-à-dire, autrement dit, la grande étude, c'est vraiment le premier texte à connaître par cœur pour justement tous ceux qui entreprennent ce projet confucéen de xue, d'apprendre. Comme disait Confucius lui-même, c'est le premier mot de ses entretiens. Donc être confucéen, c'est d'abord se donner comme projet de vie d'apprendre au sens confucéen, c'est-à-dire apprendre à faire de soi un être humain. Donc mon ancêtre continue, Yu Jin ke jian, gu ren wei xue ci di zhe, du lai ci pian zhi cun. Alors, aujourd'hui, on peut voir que c'est entièrement, en fait, en dépendant justement de ce chapitre, qu'on peut voir comment les anciens, justement, pratiquaient l'étude et dans quel ordre ils le faisaient. Et le Lun et le Meng Cizhi, c'est-à-dire Lun, c'est-à-dire le Luanyu, les entretiens de Confucius, et le Mengzi, le Mencius, viennent après. Xue zhe bi you shi xue yan, ze shu hu qi bu chai, c'est-à-dire donc ceux qui s'engagent dans l'étude se doivent de commencer par là. Et s'ils commencent par là, ils sont à peu près sûrs de ne pas se tromper. Alors, rassurez-vous, on ne va pas lire toute cette tartine que vous avez donc à l'image. Je vous ai mis surligné en rouge cette remarque de Maître Cheng qui dit donc Qin Tangzuo Xin, c'est-à-dire donc le mot Qin devrait se lire Xin, c'est-à-dire Qin qui veut dire donc être proche d'eux, en l'occurrence être proche du peuple. Il faut le comprendre comme voulant dire Xin, c'est-à-dire nouveau. Alors nouveau comme adjectif, mais ça peut aussi être pris au sens verbal, c'est-à-dire renouvelé. Donc ici, en changeant simplement un mot, en prétendant que parce que la graphie est proche, là c'est une petite révolution, et même pas qu'une petite d'ailleurs, puisque en fait ça change complètement le sens du texte, entre le fait de se sentir proche du peuple et le fait de vouloir le rénover, le renouveler, en faire quelque chose de nouveau. Il y a quand même une certaine distance.
Et alors, un peu plus loin, dans son commentaire, mon ancêtre continue en disant Xinzhe, Ge Qi Jiu Zhi Wei Ye. Le Xin, qu'est-ce que ça veut dire, hein, nouveau ou renouvelé? Ça veut dire donc que, c'est-à-dire ôter, enlever, je dirais même racler, hein, tout ce qui est jiu, c'est-à-dire ce qui est vieux, ancien. Yan, ji zi ming qi ming de, you当推以及人，使之亦有以去其救然之物也. C'est-à-dire donc enlever ce qui est ancien, hein, c'est-à-dire donc une fois que on a justement fait briller la lumière naturelle de sa vertu, hein, il faut en plus l'étendre aux autres, hein, et faire en sorte que ces autres, eux aussi, puissent justement se débarrasser littéralement des saletés, des impuretés qui se sont encrassées avec le temps. Alors, ça, c'est quand même quelque chose d'assez remarquable, puisque notre ancêtre, hein, il justifie de cette manière donc le changement de terme. Et Zhu Xi, en fait, bizarrement, n'a pas grand-chose à y ajouter, puisque si on cherche une explication à ce changement de terme, on ne trouve pas tellement d'autres explications que dans un autre texte qui s'appelle le Huowen, dont Zhu Xi est l'auteur, où on l'interroge justement sur ce qui justifie ce changement de terme, et il se contente de dire que, en fait, comprendre Qinmin, c'est-à-dire se rapprocher du peuple, a peu de sens dans le contexte, et que en fait, cette alternative, renouveler le peuple, en fait, fait beaucoup plus de sens. Alors, ici, je voudrais quand même attirer votre attention sur à propos de Xin, renouveler, l'emploi du verbe que, qui est en fait qui désigne en fait une peau, un cuir, une peau de bête. Et quand vous l'utilisez comme verbe, ça veut dire donc travailler une peau de bête, c'est-à-dire d'abord ôter les poils et donc retourner le cuir. Et ce qui paraît tout à fait intéressant ici, c'est que ce verbe, associé à la notion de Ming, de mandat céleste, que Ming, en est arrivé à désigner la révolution au sens politique du terme. Alors la révolution, c'est donc prendre une peau, enlever tout ce qui est vieux, hein, et en faire quelque chose de nouveau. Alors ça c'est vous voyez un petit peu comment fonctionnent justement ces références philologiques. Nous sommes ici au XIe, XIIe siècle, hein, et vous avez des termes qui vont ressurgir en fait à peu près un millénaire plus tard, hein, dans le vocabulaire moderne pour désigner en fait des réalités totalement inédites dans la mesure où elles viennent justement de l'Occident. En troisième lieu, dans ce passage, j'ai souligné en rouge cette annotation, qui est aussi une glose, donc Hou yu Hou Tong, pour répondre à la question d'un auditeur qui est venu me voir la dernière fois, pour me faire remarquer justement comment se fait-il que dans le début de la grande étude, vous avez le mot Hou qui veut dire après, écrit soit
de la première manière, soit de la deuxième manière. Et là, donc, c'est mon ancêtre en personne qui vous dit que c'est la même chose. C'est la même chose, mais en fait, on utilise l'un ou l'autre en fonction du contexte. Alors, je suis obligée de m'arrêter ici. La prochaine fois, donc, nous allons voir justement comment ces termes, ce changement de termes, c'est-à-dire donc cette alternative de renouveler le peuple et cette idée de retourner le cuir, va se retrouver justement chez des lettrés de la fin du 19e, début du 20e siècle. Un siècle plus tard, j'ai nommé donc Krang Yo-wei et Liang Qichao qui va nous occuper pour un certain temps cette année. Merci et à bientôt, j'espère.